Il faut comprendre que l'information, elle s'est complexifiée et qu'aujourd'hui, dans toutes les crises que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit la crise climatique, la crise sanitaire ou la crise technologique, la science a de plus en plus sa place. Et donc un journaliste qui n'a pas de background scientifique, je pense qu'il fera mal son métier aujourd'hui. On a besoin de journalistes. Je parle beaucoup d'hybridation. Je suis journaliste. Si j'ai un outil qui me permet de mieux écrire, mieux traiter l'information, de gagner du temps, de mieux analyser des contenus, de moins me tromper, eh ben, je pense que je le prendrai. Cette variété, c'est un peu une illusion aussi. Il y a des déserts d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque l'on sort du mainstream et du copier-coller, parce que tout le monde se copie en fait, notamment sur les réseaux sociaux, en fait, on se rend compte qu'il y a plein de pans d'informations qui ne sont pas traités non plus. La presse britannique s'est construite comme un contre-pouvoir du peuple contre le gouvernement. La presse française s'est construite sur la connivence. Et la presse américaine, elle s'est construite sur une indépendance très forte en fait, puisque c'est la presse qui a notamment permis la révolution américaine et qui a été protégée par les premiers présidents au départ. Le fact-checking, il s'est développé, c'est une très bonne chose. Au contraire, ça montre aussi un rôle important du journalisme, mais c'est une responsabilité extrêmement importante. Il a surtout valeur, non pas de contrer l'information, mais de valeur pédagogique. Et je pense que la mission des journalistes aujourd'hui, elle n'est pas seulement de délivrer l'information, de mâcher l'information, parce que la confiance, elle n'est plus tellement là. Elle est de nous apprendre à consommer l'information. Qu'est-ce que tu les manges pas? Tu vas pas mourir. Vous êtes grotesque, grotesque et dégoûtant. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim? C'est pas possible, c'est pas de la faim. Il faut manger. Il faut manger. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Let's go! Bienvenue à toi aussi, à toi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Cyril Chaudois au fourneau et toujours accompagné de mon fidèle marmiton Mick Lévy. Salut Cyril, mais c'est quoi cet extrait de l'espace que tu es venu choisir aujourd'hui? Alors je te rassure, on va bien parler de tech et d'IA encore une fois. On ne se transforme pas en podcast gastronomique, loin de là même. Ouais, ça donne un peu faim quand même. Attends, t'es pas au bout de tes peines. J'ai eu envie de commencer avec cet extrait de La Grande Bouffe de Marco Ferreri, qui fit scandale d'ailleurs à l'époque à sa sortie, parce que nous allons aujourd'hui parler de notre grande bouffe, mais de contenu et d'information. Pourquoi il a fait scandale à sa sortie? Trop de questions dans ma tête en même temps. Ah ouais, je vois ça. La polémique, Mick, tu vois, c'est que le film, pour le moins singulier, met en scène un groupe d'amis partis un week-end. Ils sont décrits comme gourmands et gourmets, mais ils vont passer le week-end à s'empiffrer, baffrer, se remplir jusqu'à la garde, comme un suicide collectif par indigestion. Oh, bon, c'est effectivement assez horrible. Mieux, c'est cynique, Mick. Tout comme notre banquet moderne, tous les jours des heures de scroll, accompagné de plusieurs dizaines de notifs, arrosé d'un spam dégoulinant dans nos mails et SMS, le tout désormais saupoudré évidemment d'une myriade de contenus générés par IA, comme autant d'arômes artificiels et de parfums de synthèse, truffant notre information jusqu'à écœurement et demain peut-être de nouvelles maladies provoquées par cette surabondance de produits transformés. Oui, bienvenue dans l'ère de l'information à volonté et jusqu'à plus soif, un buffet géant où chaque seconde, des milliers de contenus sont générés, transformés, digérés et finalement recrachés non plus par des humains, mais directement par des algorithmes. Et nous, on pioche avec gourmandise, sans trop réfléchir, on consomme toujours plus vite, toujours plus et de plus en plus mal. Et bon appétit bien sûr pour vous qui êtes en train de manger ou de surfer en nous écoutant. Oui, Ferreri dénonçait la décadence d'un consumérisme débridé, une société allant dans le mur, certes, mais repue. Le parallèle est frappant avec notre consommation de contenu. Alors aujourd'hui, nous accueillons Benoît Raphaël pour questionner ensemble la grande indigestion à laquelle nous nous exposons. D'abord, en examinant à quel point l'IA transforme notre rapport à l'information, pour le pire ou le meilleur, c'est ce qu'on va voir. Puis, en nous demandant si la crise de foi qui nous guette ne risque pas, finalement, de nous écarter purement et simplement de tout appétit pour l'information telle que nous l'avons connue jusqu'ici. Salut Benoît. Bonjour. Bon Benoît, tu es journaliste, entrepreneur et expert en innovation média, notamment avec l'IA.
Tu as lancé Flint en 2017, une IA qui nous promet de sélectionner l'info pour mieux nous informer, et tu as publié en 2023 un ouvrage intitulé Information, l'indigestion, un manuel pour réapprendre à penser dans le chaos numérique chez Erol. Bon, autant dire qu'on est bien accompagné. Enfin, et c'est important de le mentionner parce que Mick et moi, on en est assez fans. Tu édites une newsletter à laquelle on vous conseille vivement de vous abonner, évidemment. Génération IA, tu y décryptes l'actualité des IA, mais tu y donnes aussi de nombreux trucs et astuces pour mieux nous repérer dans ce fameux banquet, pour mieux choisir, mieux déguster, et donc in fine, probablement mieux digérer notre rapport aux IA. On va faire plus ample connaissance avec toi dans un instant, mais jusque-là, est-ce que tout est juste, Benoît ? Tout va bien, oui, jusque-là. Il n'y a pas de fausses informations, en tout cas. Bon, écoute, on est observé, c'est bien. On a docteur en information qui est là pour nous surveiller. Ok, comme tu es plein de bons conseils, on compte sur toi, évidemment, pour en diffuser, pour en partager plein avec notre audience aujourd'hui. Alors, restez bien jusqu'au bout de cet épisode pour profiter de tous les tips de Benoît. Vous aurez aussi le plaisir, je crois, Mick, de retrouver Emmanuel Goffi et sa chronique La Philothèque pour nous parler un peu de poésie aujourd'hui. Les IA poètes. Ah là là. Et n'oubliez pas, comme à chaque épisode, à la fin, eh bien, nous débrieferons juste entre vous et nous de ces grandes idées qui auront été partagées dans cet épisode pour vous dire ce que nous en pensons et ce que nous en retenons. Tout cela pour nourrir notre esprit critique pour une tech plus éthique. Allez, vous êtes bien dans Trench Tech et ça commence maintenant. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors aujourd'hui, l'information nous arrive sans effort. Avant, s'informer, c'était chercher. Maintenant, elle vient à nous, filtrer, classer, régurgiter, pour reprendre tes termes du banquier, dans les algorithmes. Mais est-ce qu'on est encore réellement acteurs de notre rapport à l'information ? Ou devenons-nous des consommateurs passifs, finalement nourris à des contenus prédigérés ? Est-ce que l'IA va nous éclairer ou est-ce qu'elle va encore plus nous enfermer dans du prêt-à-penser numérique ? C'est tout ça qu'on va voir, Benoît, ensemble dans cette première séquence. Pour se lancer et répondre à cette grande question, finalement, ton parcours, à toi, personnel, va certainement être éclairant aussi. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es passé de journaliste à spécialiste de l'IA et quelle est ton expérience vis-à-vis de ce grand tri de l'information ? Disons que je suis passé de journaliste à explorateur, en fait, beaucoup plus que spécialiste de l'IA. Je me définis pas d'ailleurs ni comme un expert ni comme un spécialiste de l'IA. Mon associé l'est plus, que lui est ingénieur en IA. Donc c'est d'ailleurs cette combinaison entre l'ingénieur et le journaliste qui, à mon avis, est précurseur un peu de ce que pourrait être le journaliste, c'est-à-dire une hybridation finalement du métier, parce qu'on a besoin d'avoir un métier de journaliste renforcé. Moi, j'avais pas les armes pour attaquer un sujet comme l'IA. Donc j'ai dû me renforcer donc par des discussions quotidiennes aussi. Et puis lui vérifier ma propre information, m'apporte des sources aussi intéressantes. Et ça c'est venu renforcer, je dirais, mon travail. Mais moi j'ai toujours été explorateur. Mais j'ai d'abord été au départ, j'étais extrêmement timide et je bégayais en fait quand j'étais ado. Donc j'avais plein d'idées, mais étant introverti et je bégayais, c'était compliqué de faire passer ces idées. Donc j'en suis venu avec je pense une conviction profonde qu'on a besoin chacun de s'émanciper, qu'on a tous quelque chose à dire, à raconter, et je pense que ça a suivi tout mon parcours depuis le début. Et je vais pas raconter mes débuts en journaliste parce que c'était effectivement lamentable, parce que j'ai commencé par la radio. Alors quand vous bégayez et que vous démarrez en radio locale et que donc vous n'avez pas de vraiment le vrai matériel, le même matériel que les autres, et que vous avez une espèce de micro tout pourri, que vous interviewez un ministre à côté des grands journalistes des radios, que vous êtes le journaliste de Radio Vercors, et au moment où vous posez la question, vous bégayez, en plus la bonnette de votre micro tombe, que le journaliste de RTL me regarde et me dit « Mais vous êtes qui, vous ?» Je dis « Moi, je suis la radio locale à côté. » Donc, j'ai démarré vraiment très, très bas, donc ça m'a rendu très humble. D'ailleurs, je suis toujours resté assez humble parce que je suis pas sûr. J'ai appris beaucoup, mais j'ai surtout appris, comme disait Socrate, que je sais pas grand-chose et c'est ce qui rend ça passionnant. D'ailleurs, mais maintenant, tu passes toi-même énormément de temps à explorer, à veiller. Je crois savoir que tu as aussi organisé ta vie finalement avec ça, puisque tu vis à Bali, c'est ça ? Oui, c'était quand je me suis dit, tiens, comment est-ce que je vais entamer cette deuxième partie de ma vie, ou cette troisième, ou cette quatrième, peu importe, cette nouvelle étape de ma vie. Je me suis dit, je vais continuer d'explorer et c'est peut-être pas, je pense que c'était une bonne chose pour plein de raisons, mais je pense que c'est la suite du livre. J'ai écrit le livre d'ailleurs à Bali, en me disant mais pourquoi j'écris ce livre alors que je suis à Bali, j'en ai un peu plus rien à foutre de ça. Et en fait, c'était au contraire, c'était le meilleur endroit pour en parler parce que, je me suis mis un peu en retrait quelque part de l'agitation. J'ai pu faire du travail profond, donc je me suis rendu compte qu'en fait, une des solutions
pour justement faire face à ce chaos de l'information, eh bien, c'était de parvenir à retrouver des moments à soi et puis de remplacer en fait la consommation d'informations par la curiosité. Et alors justement, l'exploration. Ouais, justement, on a fait un saut dans le temps. Toi qui as été journaliste et qui a donc informé les gens, qui a contribué à leur apporter, a priori, l'information qui a été vérifiée, qui, à l'époque, était peut-être au point de bascule de l'information qui était auparavant réservée à ceux qui la cherchaient de façon plus ou moins épisodique, à une ère où l'information en continu a commencé à inonder nos écrans, notamment à la télé, je pense aux chaînes d'infos en continu, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce bouquin ? Au-delà du fait de t'être installé à Bali et d'avoir un petit peu de temps devant toi et tout, parce que ce livre, quand même, il vient traiter de ce trop-plein d'informations. Donc déjà, à l'époque, qu'est-ce qui a fait qu'un journaliste qui informait a eu cette idée de vouloir alerter sur le trop-plein d'informations ? Alors, j'alerte moins sur le trop-plein, finalement, parce que, en fait, mais la comparaison avec la bouffe est intéressante, c'est pour ça que je l'ai prise d'ailleurs, parce qu'on peut aller assez loin avec ça. En fait, quand vous êtes face à un énorme gâteau au chocolat, vous n'êtes pas obligé de manger tout le gâteau, vous voyez. Donc en fait, c'est plus une question d'apprendre à bien manger, je dirais, et en fait quelque part à considérer son cerveau comme son corps. On vient d'une génération qui a appris petit à petit que le corps c'est important, donc on va à la salle de gym, on fait du yoga, tout ça. Bon, et en fait le cerveau, on n'y pense pas. Et en fait le cerveau, il n'y a rien de plus physique qu'un cerveau. Hein. C'est d'abord un espèce de truc qui est dans notre crâne, hein, à moins de croire qu'on est une âme, et qui en fait trie l'information, et d'ailleurs peut pas en trier beaucoup plus qu'une seule à la fois. Donc de toute façon, la saturation de l'information, dès que vous avez deux informations, vous saturez. Donc je dirais qu'il y ait plus d'informations ou moins maintenant, c'est pas vraiment le problème, c'est la façon dont on la reçoit, mais surtout l'intention avec laquelle on la reçoit, et puis surtout qu'est-ce qu'on en fait de cette info, parce qu'en fait on s'est rendu compte, et moi je me suis rendu compte aussi au bout d'un moment, qu'en fait j'oubliais tout, que j'étais pas forcément si efficace que ça, et en fait cette question de l'information, je l'ai vraiment reliée au fait de comment est-ce qu'on peut faire en sorte que cette information nous soit vraiment utile, nous fasse du bien, nous rende plus curieux encore, nous apporte des nouvelles expériences, des nouvelles idées, et nous fasse avancer quelque part. Tu viens de dire un truc. Pardon, tu viens de dire un truc hyper important, excuse-moi. Non, mais je voulais rebondir sur l'intention. Parce qu'en fait, tu nous dis, c'est une question d'intention avec laquelle donc, on va aller chercher l'information où on accepte, disons, de la recevoir. Parce qu'on peut traiter qu'une à une, entre guillemets. Et tu nous dis, finalement, c'est pas tellement le trop-plein. Et pour autant, tu nous dis, moi, je me suis rendu compte que je finissais par oublier. Donc, c'est vraiment parce que tu n'avais pas forcément l'intention d'accueillir l'information, mais tu y étais quand même exposé, donc ça va jouer, ton cerveau jouait le rôle de filtre, et puis ça passait à autre chose. Est-ce qu'on peut revenir sur cette question de l'intention ? Est-ce que, parce qu'il y a profusion d'informations, il y a désormais un peu moins d'intention d'aller la chercher, parce qu'elle nous arrive tout cuit ? Je suis pas certain qu'il y avait l'intention d'aller la chercher avant. Moi, je sais pas, l'époque où il n'y avait pas Internet, on avait le journal et le journal télé. On était super passifs en fait. Chacun avait son journal de gauche, de droite, donc les bulles existaient déjà. Ouais, mais tu décidais d'ouvrir ton journal et d'aller l'acheter, ou d'ouvrir ta télé, là où tu te reçois des notifs en permanence d'à peu près tous tes réseaux sociaux. En général, on l'allumait dès qu'on arrivait à la maison, et puis quand on avait un dîner avec les parents, c'était la télévision était tout le temps allumée. Donc oui, il y avait peut-être le journal le matin ou le journal au bistrot. Et bon, fondamentalement, je pense que la passivité face à l'info, elle était déjà très présente avec la télévision, et l'impact des écrans de la télévision est beaucoup plus étudié d'ailleurs aujourd'hui sur son aspect négatif. Donc simplement, je veux dire qu'on vient pas d'un monde où c'était extraordinaire. On avait une information de grande qualité avec des vraies enquêtes. Il n'y avait pas d'enquête, c'était parce que les journaux n'avaient pas d'argent, et que on était complètement hyperactif face à l'info avec un super esprit critique. Faut pas oublier que les premières critiques sur les débats qui ne menaient à rien, où on prend les gens comme des adversaires au lieu de débattre avec eux, c'est Albert Camus qui en a parlé. Donc on était fin des années 50. Donc en fait, ce constat-là, il n'a pas complètement évolué. Simplement, le contexte a évolué. Moi, je crois que ce qui a le plus changé, puisqu'on parlait d'intention, je crois que la question, c'est de savoir, on est dans un monde qui est différent aujourd'hui. C'est-à-dire que le monde était
avançait plus lentement. Ça c'est ça, pour le coup, on peut le dire. Bon, c'est la différence entre le monde d'avant et le monde d'aujourd'hui. Il avançait beaucoup plus lentement, et la connaissance avançait aussi beaucoup plus lentement, parce que évidemment, il y avait moins d'interaction sur la connaissance. La science va très très vite aujourd'hui, donc le monde bouge assez vite parce qu'il est beaucoup plus connecté. Et ce qui fait que avant, on essayait d'avoir les nouvelles du monde, parce qu'on n'était pas tellement acteurs du monde en fait. On faisait notre boulot, et puis l'information arrivait, donc on se tenait au courant des nouvelles, et puis on faisait notre métier. On allait à l'école. Ensuite, on fait notre métier avec les connaissances qu'on a apprises à l'école. On changeait rarement de métier. Et puis, on regardait les nouvelles le soir pour savoir un peu ce qui se passait, ce que nos dirigeants avaient décidé à notre place. Il y avait un fameux album de Queen, d'ailleurs, qui s'appelait News of the World. Ben voilà. C'est les nouvelles du monde. Les nouvelles du monde. Et aujourd'hui, on est moins dans le besoin de nouvelles. Bien sûr qu'on a toujours besoin de nouvelles, évidemment, mais c'est pas l'essentiel. On a besoin de s'informer. Pourquoi ? On a besoin de s'informer pour comprendre le monde dans lequel on est et pour pouvoir agir, parce que ça avance tellement vite que s'informer aujourd'hui, c'est apprendre. Donc on a besoin d'avoir de nouvelles connaissances. Et donc alors justement, Benoît, ce qui change là beaucoup, c'est le mode d'accès finalement à l'information. 2 chiffres peut-être. 70% des 15-34 ans utilisent quotidiennement les réseaux sociaux pour s'informer. Et c'est même la principale source d'information pour 53% d'entre eux. C'est leur principale source d'information. Du coup, est-ce que c'est pas ça, finalement, qui crée une forme de bascule sur ce rapport à l'information, puisque effectivement, elle nous arrive par les algorithmes. Et puis, c'est rarement une information sur les réseaux sociaux, je pense qu'on peut le dire, qui est très creusée, qui est très fouillée. On n'est toujours pas dans l'enquête, on n'est toujours pas dans la compréhension de ce qui se passe, on n'est toujours pas dans la prise de recul avec ça. Oui, alors c'est vrai qu'il y a, alors, même chez le plus jeune, on est plus près de 98% si on prend une enquête d'Ipsos là, récente, et qui précise aussi en fait que les plus jeunes générations vont aller voir plus de sources qu'on le faisait avant. Donc il y a aussi une plus grande diversité dans les sources aussi. Ouais, est-ce que c'est pour croiser l'information et donc s'assurer que c'est pas des conneries, ou c'est juste parce qu'ils sont exposés, il y a plus de points de contact, comme dirait un publicitaire aujourd'hui? En tout cas, il y a une habitude d'aller s'informer auprès de plusieurs sources, et je pense que quand on est né avec Internet, comme aussi la génération qui vient, qui est née avec l'intelligence artificielle générative, on commence à développer une forme de système immunitaire qui fait qu'on se méfie un peu. On considère pas que tout est vrai. D'ailleurs, le niveau de confiance il y a quelques années dans les réseaux sociaux, il n'a fait que baisser. Et ce qui est vrai, augmente, mais le niveau de confiance baisse. Donc en fait, et ce qui est vrai sur à peu près tout, y compris sur les médias traditionnels, le niveau de confiance, il y a énormément de baromètres sur les médias aussi. Tout à fait. Et ça, c'est un autre problème, c'est une autre responsabilité. Mais il faut comprendre aussi que, alors on peut considérer que c'est négatif parce que les gens vont moins vers les médias, en tout cas que les réseaux sociaux sont devenus un accès principal, mais ça c'est une réalité maintenant aujourd'hui. Donc après, la question c'est comment est-ce qu'on travaille à la fois avec l'éducation et on travaille notre cerveau de façon à être capable de mieux consommer cette information différemment, tout simplement. Après, le fait qu'il y ait une baisse de confiance dans les médias, c'est pas juste parce que les gens sont cons, c'est parce que aussi les médias ont déconné. On est bien d'accord. Mais pour être concret, l'effet des réseaux sociaux est pas si fort que ça en fait. Tu dis juste c'est un autre mode d'accès à l'information, mais finalement on accède toujours à autant d'informations aussi variées. Et puis c'est le mode qui change, mais la saveur ne change pas finalement. Je pense qu'elle est quand même beaucoup plus variée. Je dis aussi dans mon livre avec des chiffres que en fait cette variété c'est un peu une illusion aussi. Il y a des déserts d'informations, c'est-à-dire qu'en fait lorsque l'on sort du mainstream et du copier-coller, parce que tout le monde se copie en fait, notamment sur les réseaux sociaux, en fait on se rend compte qu'il y a plein de pans d'informations qui sont pas traités non plus. On a aussi le même problème avec la science aussi, où parfois la science se focus sur des trucs et pas sur d'autres, et parfois elle se focus sur des trucs parce que les industries en fait les poussent à le faire. Donc on est évidemment dans un système qui est complexe et on est clairement dans un chaos de l'information, mais qui est aussi une bonne nouvelle dans l'autre sens, parce que quand j'étais petit, si je m'intéressais à un sujet, je pouvais pas m'informer sur ce sujet. Parce que je devais faire quoi ? À la radio, j'allais pas demander au mec de la radio de traiter le sujet qui m'intéressait, il pouvait pas. Donc j'allais à la bibliothèque. C'est ça. Et on va à la bibliothèque, on trouve 3 livres. Moi j'étais à Grenoble, donc là à Grenoble j'avais 3 bouquins un peu abîmés. Et bonjour aux amis grenoblois. Bien sûr. Imagine celui qui était en Corrèze. qui est une très jolie ville par ailleurs. C'est une très jolie ville au demeurant, un peu polluée à mon goût, mais très jolie effectivement. Bon. Non, il y a un c'était pour la page touristique. C'est pas possible. Donc tu allais à la bibliothèque, tu avais 3 pauvres bouquins, mais il y avait une démarche proactive au moins. C'est intéressant.
Mais là aussi, tu as la démarche proactive, tu peux chercher un sujet ou un autre. Tu allais au centre de documentation, tu sais, à l'école, quoi. Donc, en gros, pour dire que si tu t'intéressais à un sujet, tu pouvais pas, si tu voulais apprendre quelque chose de nouveau, tu n'avais pas YouTube. On n'imagine pas ce que c'était avant, en fait. Et aujourd'hui, alors moi, je suis à Bali où il y a énormément de jeunes qui ont décidé de changer de vie, etc. Et quand ils veulent apprendre une nouvelle compétence, ils vont sur YouTube. Ouais. Ils n'apprennent pas des conneries d'ailleurs. En fait, ils apprennent des choses intéressantes qui leur permettent de faire des choses derrière, donc d'expérimenter des choses. Donc il y a un chaos, mais dans ce chaos-là, il y a quand même un environnement qui nous a permis d'avoir accès à beaucoup plus d'informations qu'avant, et surtout beaucoup plus de connaissances. Et tout ça crée un chaos, et donc il y a un problème de maturité de tout ça, et évidemment c'est de ça dont il faut parler, il faut être conscient des problèmes. Et alors il n'y a pas que des conneries sur YouTube, et d'ailleurs j'entendais récemment Jamie Gourmaud, vous voyez tout ce qu'il sait, c'est pas sorcier, et puis surtout les Épicurieux, qui est devenu quand même un mec hyper qui pèse dans le game, on va dire, sur YouTube, un peu comme Samuel Etienne sur Twitch, etc. Et il disait récemment que en réalité pour lui il n'y a pas moins de connaissances disponibles ou moins de bonnes connaissances disponibles. En revanche, les conneries qui pullulent ont bizarrement une chambre d'écho plus importante la plupart du temps sur les réseaux, ou en tout cas sur la toile. Et donc j'en reviens à ton histoire de gâteau au chocolat, Benoît. Les IA dans tout ça, finalement, les IA, est-ce qu'elles font grossir ce gâteau au chocolat devant lequel on ne sait plus résister, on a envie de plonger tête la première, ou est-ce qu'au contraire, elles vont nous aider à choisir la meilleure part du gâteau, et uniquement cette part-là? Alors, mais les IA, alors d'abord, il y a deux types d'IA. Il y a les IA, les algorithmes de recommandation qui sont d'une autre technologie, et les IA génératives, donc qui sont les grands modèles de langage notamment, ou les modèles de diffusion. Donc, c'est deux technologies différentes. Donc, on peut pas important de le rappeler, effectivement. Pas de conscience derrière ces IA qui auraient décidé d'agir de telle ou telle manière. Donc, les algorithmes de recommandation, c'est une technologie particulière qui a été introduite dans les réseaux sociaux en 2017. Donc, c'est assez récent encore. L'objectif, il avait deux objectifs. Au départ, il était pour la pub, simplement pour cibler la pub, puis on s'est rendu compte que ça marchait tellement bien qu'on s'est dit bah tiens, on va en profiter pour cibler pour pousser l'information, avec beaucoup d'inexpérience et quelque part une approche pas très professionnelle et un peu irresponsable aussi, avec des dérives. Dans effectivement, le livre, je discute avec l'ancien patron de l'IA de Facebook, qui est pas Yann Lequin, qui est le chercheur, mais la personne qui était plus opérationnelle, qui est un ingénieur aussi, qui m'a dit, en fait, je lui dis, mais si vous deviez refaire ça aujourd'hui, vous feriez quoi? Je dis, en fait, moi, je ferais des études de philosophie et de sciences politiques, et je pense que c'est important que dans ces entreprises-là, il y ait aussi ce type de compétences, parce que. Alors pour le coup, il y en a eu parce qu'on a reçu Hubert Etienne dans Trench Tech, qui était le responsable de l'éthique de l'IA chez Meta. Donc il y en a eu après. Peut-être qu'ils avaient lu ton bouquin. Marc a pris le bouquin de Benoît, il l'a lu et il s'est dit, punaise, il faut que je mette un peu d'éthique dans tout ça. Mais effectivement, donc l'IA pour faire de la recommandation, avec toutes les dérives que l'on connaît, parce que certains petits malins l'ont détourné. Et puis l'IA générative. Alors c'est plus cette IA-là qui nous aiderait à choisir la meilleure part du gâteau, si je résume. Et l'IA générative, celle qui peut faire grossir le gâteau parce qu'elle produit énormément de contenu supplémentaire. Oui, parce que l'IA de recommandation, elle est quand même utile. En fait, quand vous avez plein de gens qui parlent, il faut bien qu'il y ait un algorithme qui trie, sinon vous allez pas pouvoir avoir accès à des gens intéressants. C'est quand même ce qui s'est passé après 2001 avec les blogs, et c'est ce que Google a participé à faire aussi. C'est de permettre à des voix intéressantes de pouvoir s'exprimer et donc d'être trouvées. Bon, après, évidemment, Google a aussi organisé le chaos pour pouvoir justifier aussi son modèle économique. Et ensuite, les algorithmes de Meta étaient surtout faits pour augmenter l'engagement, et donc forcément, en augmentant l'engagement, bien du coup, on prend des risques d'entraîner les gens, alors non pas dans des bulles, mais je dirais plutôt des chambres d'écho, et notamment politiques. On a vu, pour le coup, là, ça a été étudié, que effectivement, ces algorithmes, à un certain moment, avaient tendance, en fait, à extrémiser les gens, à les inviter vers des groupes de plus en plus extrêmes. Donc ça, ce sont des défauts de l'algorithme. Tout ça, Benoît, là, c'est vraiment sur la partie recommandation. Moi, j'aimerais t'entendre aussi sur la partie, du coup, générative. Qu'en est-il? Les IA sont en train de générer plein d'informations, mais c'est forcément du ressucé d'autres informations qui sont déjà présentes. Du coup, est-ce que tu penses qu'on va aller vers une amélioration de la qualité de l'information grâce à ces IA génératives, ou au contraire, tu fais partie de ceux qui pensent que ça va mal tourner?
Moi, je suis plutôt optimiste, donc ça va mal tourner. On va avoir des problèmes, forcément. Encore une fois, on a besoin de maturité par rapport à tout ça. Et c'est vrai que ça va très vite. Mais alors, d'abord, c'est pas les IA génératives qui produisent plein de contenu, parce que je pense qu'elles en ont rien à foutre. Non, c'est les hommes qui leur font produire des. Les humains qui, en tout cas, ou alors peuvent les lancer. Tu fais bien de le rappeler. Alors, d'ailleurs, je suis tombé là il y a pas longtemps sur un type qui a sorti un agent d'IA assez fascinant d'ailleurs, qui permet, il prend ton site et puis du coup, il fait intervenir plusieurs assistants LLM et à la fin il te produit en masse en fait des contenus mais il a quand même un assistant qui lui va faire la vérification des hallucinations. Bon. Mais tout ça, amélioration de l'information ou au contraire dépréciation de l'information, éviter les hallucinations, puisque en fait forcément, et comme il y a des hallucinations, il y en a au moins, alors sur le factuel il y en a au moins 50% par réponse de l'IA et sur des choses sur la connaissance générale il y en a beaucoup moins, mais il y a toujours évidemment des risques de fausses informations, et c'est vrai que là on a une pollution qui arrive. Mais la pollution, c'est pas comme moi je suis à Bali, alors, sur une île, si vous avez plein de pollution, c'est chiant parce qu'au bout d'un moment évidemment tout le monde est asphyxié. Touché, mais là sur internet, il n'y a pas de frontières. Donc en fait, c'est le vrai problème, c'est la façon dont Google va réagir par rapport à ça. Et c'est pas un problème qui est nouveau, c'était déjà arrivé dans les années 2010 avec ce qu'on appelait les fermes à contenu. Il y a plein de gens qui voulaient se lancer là-dedans, c'était fascinant. Donc on avait des petits travailleurs du web, du clic qui écrivaient des contenus sur des sujets avec pas forcément moins de fausses informations, je pense. Derrière, on estimait que Google allait tout faire remonter, on gagnait de l'argent comme ça, on vendait de la pub, c'était comme ça que ça marchait, ou des produits. Google est arrivé avec un nouvel algorithme qui s'appelait Panda à l'époque et à raser, à effacer toutes les fermes. Ouais, c'est ça. Mais c'est intéressant cette référence, et notamment aux fermes à contenu. Est-ce que tu as entendu parler, j'imagine que oui, du terme AI slop? J'ai vu passer récemment un article donc dans le Figaro. J'ai découvert ce terme, moi. L'AI slop, S-L-O-P. C'est en langue anglaise un terme qui désigne une bouillie industrielle donnée aux cochons, tu vois. Et l'AI slop donc désigne cette pollution qui est en train d'arriver par la génération continue de nouveaux contenus par les IA. Et tu fais bien de rappeler que là aussi, c'est une histoire d'intention. Il faut qu'il y ait un humain derrière qui ait l'intention de générer davantage de contenu pour inonder la toile, toujours avec les mêmes motifs derrière, finalement. C'est générer de la visibilité et générer du business derrière. On sait aussi la prolifération de faux sites internet, alors plutôt dans une logique de propagande et de manipulation, notamment au moment des élections, par les Russes entre autres, etc. Bon, donc toi tu nous dis, cette génération-là et cette bouillie qui nous envahit, au final, on va réussir à garder la tête en dehors, ou il faut des outils pour ça, ou qu'est-ce qu'il faut pour ça, pour s'en sortir? La bouillie, on l'a eu aussi avec les mails, et on appelait ça le spam. Donc, et est-ce qu'on a réussi un peu quand même. Je sais pas si tu regardes, si t'as déjà regardé ta corbeille spam, mais. Mais attends, mais je me reçois. C'est redoutable. Mais pas que. Enfin, il y a encore énormément de trucs qui passent à travers les filtres. Et pourtant, je l'avoue, j'ai une boîte Gmail et j'ai encore énormément alors surtout en B2B. J'ai beaucoup de spam. Je ne sais pas sur quel site tu traînes, Cyril. Ah bah. Oui, c'est ça. Je pense sur celui de Benoît, justement, en espèce. Non, je rigole. Bon, les amis, je crois que c'est l'heure de prendre une petite respiration et d'écouter Emmanuel Goffi et sa Philotech. Ça va être passionnant. De la philo, de la tech, c'est Philotech. Alors, Emmanuel, tu vas nous parler poésie. Et IA, ouais, quand même. Car un rapport scientifique publié en décembre 2024 semble démontrer que les poèmes écrits par ChatGPT étaient préférés à ceux écrits par des poètes humains. Voilà de quoi bousculer nos convictions. Alors, en effet, c'est un rapport intitulé, je cite, « Les poèmes générés par l'IA ne peuvent pas être distingués des poèmes écrits par des humains et sont évalués plus favorablement ». Ça c'est le titre, qui a fait l'objet de plusieurs commentaires dans divers articles qui semblaient s'étonner positivement d'ailleurs ou négativement du fait que de la poésie rédigée par un système d'intelligence artificielle puisse être préférée à celle écrite par des humains. Alors pour revenir au rapport, qui a un titre particulièrement racoleur, il traite de deux expériences. Une première qui est faite sur 1624 participants. Alors les auteurs ont choisi 5 poèmes parmi 10 rédigés par des grands auteurs célèbres dont Shakespeare, T.S. Eliot,
Emily Dickinson ou encore Dorothea Lasky. Et ils ont également fait générer 5 poèmes à la façon de chaque poète par ChatGPT 3.5. Alors, les participants se sont vus assigner au hasard un des 10 poètes, et on leur a ensuite présenté 10 poèmes dans un ordre aléatoire, 5 écrits par le poète qui leur avait été assigné et 5 générés par ChatGPT, et on leur a demandé s'ils pensaient que le poème avait été généré par un système d'IA ou écrit par un poète humain. Ok, la scène est bien plantée, mais alors, qu'est-ce que nous révèle cette étude finalement ? Eh bien, principalement que les participants n'ont été capables de différencier des productions humaines de celles de ChatGPT qu'à hauteur de 46%. Et la seconde expérience, elle, a été conduite sur un groupe plus limité de 694 personnes qui devaient évaluer selon 14 critères qualitatifs un sous-ensemble de 10 poèmes sélectionnés. Et elle nous apprend que ce sont les poèmes produits par ChatGPT qui emportent les faveurs des lecteurs. Alors, pour une raison assez simple selon les auteurs, qui est que ces poèmes sont plus aisés à comprendre et que la complexité des œuvres des poètes humain a été associé à, je les cite, de l'incohérence générée par l'IA. Alors, ce qui fait d'ailleurs écrire, de manière assez bizarre aux auteurs, que les poèmes générés par IA sont aujourd'hui plus humains que les humains. Eh ben mon vieux, c'est tout un programme. Bon, il va falloir que tu nous fasses un peu travailler notre esprit critique là, raconte-moi. Eh bien, outre le fait que plus humain que les humains, ça veut strictement rien dire, et le caractère trompeur et racoleur du titre du rapport, on peut dire plusieurs choses. D'abord, on note une décorrélation entre le rapport et les restitutions qui en sont faites dans les médias, qui tendent, sur la base d'ailleurs du titre, à généraliser un fait qui reste finalement très marginal. Il faut garder à l'esprit qu'il s'agit d'un panel limité de personnes exclusivement résidents américains. Alors on peut se demander si la même étude conduite en Angleterre, au Sénégal, au Brésil ou ailleurs aurait eu les mêmes résultats. Ensuite, il s'agit uniquement de non-experts. Et là, 2 choses doivent nous interpeller. D'une part, la manière très discutable dont le degré d'expertise a été évalué. D'autre part, le fait qu'on ne peut pas inférer une règle générale d'un constat fondé sur un choix arbitraire et donc biaisé. Alors quels auraient été, par exemple, les résultats si on avait intégré un pourcentage représentatif d'experts à l'échantillon ? Autre point, la communication et le langage sont des armes redoutables qui peuvent influer sur les perceptions. La restitution faite par les médias, comme le rapport lui-même d'ailleurs, sont à la fois les produits et les transmetteurs de perceptions biaisées, comme le fait par exemple de comparer l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle sans autre définition de ce que ces 2 syntagmes recouvrent, mais aussi de considérer que la première est nécessairement supérieure à la seconde. Par ailleurs, on ne sait pas précisément quels sont les poèmes retenus et quel est leur impact sur l'étude. On peut donc se demander si des poèmes plus simples d'autres auteurs célèbres n'auraient pas abouti à un résultat totalement différent. Enfin, je note qu'à part un critère d'évaluation concernant la qualité émotionnelle, bien la dimension esthétique n'est pas mentionnée comme un facteur déterminant les choix des participants. Là aussi, j'y vois un biais consistant à vouloir rationaliser et expliquer par la science, ce qui peut parfois relever simplement d'une évaluation esthétique fondée sur un irrationnel émotionnel. Bref, avant de s'alarmer ou de se réjouir d'une supposée suprématie poétique des systèmes d'IA, il est important de prendre du recul, de lire le rapport, et surtout, de faire preuve d'esprit critique sur ce que l'on nous dit et comment on nous le dit. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Ah là, qu'est-ce qu'il est fort cet Emmanuel, on l'adore, on t'embrasse. La communication des poètes en IA. Attends, beau, ça, la communication et le langage sont des armes redoutables qui peuvent influer sur les perceptions, nous dit Emmanuel. Et alors, effectivement, sans voir que le tableau complètement noir, quand on pense surabondance de contenu généré par les IA, on pense assez rapidement à la dimension deepfake. Et donc, cet accroissement encore d'informations falsifiées, frelatées. Et perso, alors je pense, Mick, que je suis traumatisé par cette phrase d'Hannah Arendt parce que je n'arrête pas de la répéter, mais je vous la cite quand même une nouvelle fois. Quand tout le monde vous ment en permanence, le résultat n'est pas que vous croyez ces mensonges, mais que plus personne ne croit plus en rien. Et c'est là que ça se gâte. Un peuple qui ne peut plus rien croire ne peut se faire une opinion. Il est privé non seulement de sa capacité d'agir, mais aussi de sa capacité de penser et de juger. Et avec un tel peuple, la sanction tombe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Alors, à présent, on va se demander ensemble si tout ce que l'on a vu dans la première partie ne risque pas à la fin tout simplement de nous dégoûter, voire de nous détourner totalement de l'information. Dit autrement, est-ce que l'information a encore un avenir tel qu'on l'a connu jusqu'à présent ? Mais pour entrer de plein pied dans ce sujet, d'abord une question très prosaïque, très terre-à-terre, et qui intéresse tout le monde, je pense néanmoins Benoît. Peut-on encore distinguer le vrai du faux aujourd'hui ?
Non, je pense que là pour le coup, sur l'image notamment, sur le texte aussi évidemment, mais sur le texte on peut vérifier des faits, donc c'est un peu différent parce que le texte c'est une dialectique, alors que effectivement la photo ou la vidéo c'est un petit peu différent. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que la photo, notamment quand on lit les livres de Susan Sontag par exemple sur la photographie et toute la littérature qui est écrite sur la photo, notamment dans les années 50-60, la photo est apparue comme un élément assez incroyable de preuve. On peut utiliser une photo même comme une preuve policière. Je ne crois que ce que je vois. Voilà, cette valeur de la photo, en fait, la photo était quasiment le seul élément de preuve, je dirais quelque part, par l'image en fait. Et donc ça a apparu récemment, et puis ça a disparu récemment, c'est-à-dire il y a à peu près un an. Je pense que ce statut particulier de la photo a complètement disparu. Donc aujourd'hui, on ne peut plus croire une photo, sauf si elle a été produite selon un process et des règles, comme par exemple l'AFP qui effectivement s'interdit de retoucher les photos. Donc on ne peut plus croire une photo ni une vidéo quand elle est sur les réseaux sociaux. Certains affirment même que c'est la première fois de toute l'humanité que le vieil adage de saint Thomas qu'on a évoqué ici, le voir pour le croire, ne tient plus. Oui, mais déjà quand on voyait un dessin, parce qu'avant il y avait des dessins, donc c'était pas la vérité non plus. Donc quelque part, il fallait le voir vraiment de ses yeux, quoi. Donc quelque part, là, du coup, on savait que face à un dessin, il fallait douter. Là, on ne sait plus de quoi douter. Et la photo est en fait une capture, comme disait Roland Barthes dans son livre sur la photographie aussi, c'est une capture en fait d'un instant de la vie en fait. Bon, et ça vient le capturer. Et en fait, ça, c'est plus complètement la réalité, en tout cas pour tout un pan de l'image, je dirais même pas de la photographie, parce que une photo. Une image de type photographie générée par l'IA n'est pas une photo, puisqu'en fait c'est une reconstruction en fait du réel. Et donc aujourd'hui, ce statut a disparu. Donc il faut. Donc toi, tu dis carrément, on peut plus. Aujourd'hui, les photos, enfin dès lors qu'elles sont suffisamment bien faites, enfin les photos, les images générées par les IA, parce que moi je m'emploie à essayer de faire des choses parfois un petit peu crédibles, etc. Et je suis beaucoup moins talentueux, j'imagine, que la moyenne de ceux qui utilisent ces outils. C'est vrai que c'est très bluffant. Il y a encore un petit côté où j'ai l'impression que c'est pas super crédible. Mais toi, tu nous dis, si on se démerde bien, on fait quelque chose de totalement crédible et ça passe. Alors, à plus forte raison, dans le flot d'informations, on n'a pas le temps de trop s'arrêter et de vérifier. Comment on fait pour autant, si on a un petit doute, on s'arrête à quoi? Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, on regardait s'il y avait 3 doigts au lieu de 6 doigts parce que ça hallucinait encore pas mal. Il n'y a pas quand même des petits tips pour essayer de au moins gratter et se questionner? Toi, tu conseillerais quoi? Toujours, mais surtout avant, de moins en moins maintenant. Aujourd'hui, on a quand même avec les nouveaux modèles, des modèles qui sont très très photographiques, et donc c'est de plus en plus difficile, d'autant plus que parfois les vraies photos sont aussi retouchées, donc on peut avoir aussi un côté un petit peu moins naturel, donc il faut pas se leurrer, hein, on va pas vers des photos de moins en moins. Et où en est l'état de la recherche, Benoît? Pardon? Où en est l'état de la recherche là-dessus? Parce qu'il y a plein de laboratoires de recherche qui sont en train d'essayer de mettre au point des IA pour détecter si un contenu qui soit texte ou image est généré par une IA, et à combien de pourcents on pourrait dire? On en est où là-dessus sur l'état de la recherche? Il faut lire le livre de... on en est où? C'est le jeu du chat et la souris. Là. Ça va évoluer, mais un petit peu comme les virus et les antivirus. Il faut lire le livre de Kay Folley d'ailleurs là-dessus, qui s'appelle 2041. Alors c'est la version anglaise. Ce sont des nouvelles de science-fiction écrites par un écrivain de science-fiction dont j'ai oublié le nom. Et lui, il fait des commentaires. Et notamment, il y a tout un passage sur les deepfakes, donc qui se passe donc en 2041. Et donc là où évidemment, alors les deepfakes, on est à l'apogée des deepfakes. Hein, on peut se mettre des masques sur le visage, donc le personnage fait revivre un personnage politique et crée une sorte de révolution. Enfin bref, on est vraiment dans une sorte de dystopie absolue. Et lui apporte un contrepoint qui est pas inintéressant, qui rationalise aussi un petit peu. Et encore une fois, c'est pas être positif que de nuancer. Hein, c'est pas noyer le poisson, c'est juste de voir que tout est un peu complexe. Lui, il explique évidemment, ça va être un jeu du chat et la souris jusqu'au moment où ça va un peu se stabiliser. Parce qu'évidemment, là, on est encore dans la course. C'est un peu le Far West. Il y a des outils qui arrivent, il y a beaucoup de faux positifs aussi, mais petit à petit, ces technologies vont se stabiliser. Il y aura toujours des problèmes, mais ça va un petit peu. Et puis aussi, notre propre esprit critique aussi. On aura des réflexes qu'on n'avait pas avant.
Pourquoi est-ce que les vieux sont plus sensibles aux fausses informations que les jeunes? C'est parce que les vieux, le jour où on leur a mis un ordinateur et qu'on les a mis sur Facebook, c'était fini. Hein. Facebook, c'est mort. Quoi. Alors, du coup, c'est invasion de fake news sur Facebook. Parce que... Ils sont des bons relais, les seniors. Hein. Je te confirme que sans vouloir dénoncer mes parents, je peux recevoir des palanquets de trucs complètement fake auxquels ils croient dur comme fer. Est-ce que tu peux juste rappeler qui est Kai-Fu Lee, parce que tout le monde ne le connaît pas? Kai-Fu Lee, c'est l'ancien patron de Google en Chine et qui a écrit pas mal de livres sur l'IA et qui d'ailleurs est aussi à l'origine d'une IA en open source qui est toujours d'ailleurs dans le top 20 des modèles d'IA. On mettra tous les liens vers 2041, notamment. 2041 est sorti en français aussi. Donc, j'ai pas compris, avec un titre, je crois que c'est 2042. J'ai pas compris pourquoi ils ont changé avec 2041 en 2042. Donc, du coup, et les traducteurs, c'est plus que c'était, passons tous aux IA. Ou alors c'est la version française où tu prends un an d'avance. En fait, en 2041, pour les Français, ils vont pas comprendre. C'est ça. C'est plus on n'est pas rendu avec ça. Bon, dis-moi, avec les IA génératives, la frontière finalement entre journalisme et storytelling aussi devient assez floue. Est-ce qu'on peut encore parler d'information, ou est-ce que l'effet d'infobésité qu'on a évoqué en première partie, plus cet effet des IA, fait que en fait, on nous vend plutôt des récits préfabriqués que de l'information constamment? Et qu'est-ce qui va se passer avec ça finalement? Je vais encore donner l'impression de bosser en touche, je suis vraiment désolé, mais les récits fabriqués, c'est pas nouveau. Élisée d'ailleurs, Illusion perdue de Balzac, qui est un bouquin qui m'a terrorisé et qui m'a beaucoup marqué. Le journalisme, au temps de Balzac, c'était que de la fake news, hein. Bon, on est d'accord. Donc en fait, et la formation fabriquée aussi poursuivent les intérêts de chacun. Donc je pense qu'on a pas mal évolué par rapport à ça. En revanche, ce qui est clair, c'est que l'usage de l'IA générative facilite la création de contenu. Donc forcément, ça crée une forme de pollution. La question, c'est comment les algorithmes, notamment de Google, vont arriver à nous protéger de tout ça. Comment nous aussi, on s'en protégera, parce que sincèrement, tout le monde le voit maintenant. Le contenu généré par l'IA, les infos sont pas forcément bonnes. Je sais pas si vous avez déjà vu quand vous cherchez sur Internet, tiens, les derniers outils d'IA, vous avez un truc avec 0 lien, avec des noms complètement inventés et avec le mot crucial mis toutes les 3 lignes. Donc pour l'instant, on le reconnaît, ça nous agace plus qu'autre chose. Donc je pense que Google a plutôt intérêt à régler ce problème-là. Après, je pense que par rapport aux journalistes, je pense que ça concerne pas tellement le journalisme, parce que à moins d'avoir des journalistes qui veulent faire n'importe quoi, mais fondamentalement, je pense qu'un journaliste qui utilise l'IA, c'est plutôt un atout pour le métier, parce que ça peut nous aider à mieux écrire, ça peut nous aider aussi dans l'exploration de l'information, à avoir plusieurs points de vue aussi également. Et donc un journaliste qui s'en empare, comme les journalistes se sont toujours emparés des outils de technologie pour améliorer leur travail, je pense que ça les concerne pas. Et au contraire, ce qui les concerne, c'est effectivement, on va avoir besoin d'un renforcement du métier du journaliste. Mais le renforcement du métier du journaliste, c'est pas seulement le renforcement de sa présence, c'est le renforcement de la confiance. Parce qu'il y a tout un travail à faire, comme derrière, de la transparence, etc. Puis du rôle des journalistes dans la société aujourd'hui. Quel est-il? C'est là, je pense qu'il y a un débat intéressant. Et plus que les journalistes qui vont utiliser l'IA générative pour raconter n'importe quoi. Tu donnerais quoi comme conseil aux journalistes? Et comment tu penses que le métier de journaliste va évoluer? Parce que beaucoup de journalistes ont peur aussi en se disant on va pouvoir générer beaucoup plus rapidement des contenus, on aura moins besoin de nous. Donc quel conseil tu leur donnerais? Alors d'abord, quand on connaît un peu, moi j'ai travaillé quand même beaucoup dans les médias, j'ai accompagné une quinzaine de médias, j'ai monté des médias pour des groupes de presse, donc je connais bien leur façon de travailler aussi. Et d'abord, il y a quand même une grosse saturation dans le travail des journalistes. Il y a beaucoup de choses que les journalistes font qui leur font perdre du temps aussi. Donc clairement, je pense que l'IA peut beaucoup aider déjà à gagner du temps par rapport à ça. Et après, je suis journaliste, si j'ai un outil qui me permet de mieux écrire, mieux traiter l'information, de gagner du temps, de mieux analyser des contenus, de moins me tromper, je pense que je le prendrai, parce que c'est plutôt une amélioration du métier. Et c'est comme ça que moi j'aborde l'IA. Moi je suis journaliste à la base. Et le rôle du journalisme en termes de fact-checking, parce que ça c'est un point important aussi, est-ce qu'il va se renforcer avec l'IA? Quel rôle va devoir prendre le journaliste par rapport à ça, à l'ère de l'IA? Alors, c'est plus effectivement la prolifération des fake news qui a permis de faire se développer un métier de fact-checking, alors qui est critiqué aujourd'hui parce que certains estiment qu'il est trop biaisé, mais c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que ce rôle a commencé à prendre sa place et on commence à le critiquer. Donc c'est bien qu'il y ait un débat d'ailleurs aussi sur le fact-checking. Alors attends, est-ce que tu peux préciser qui critique? Parce qu'on a tous en tête effectivement Zuckerberg en début d'année 2025 avec Meta, mais est-ce que dans la profession, il y a aussi cette question qui apparaît. Est-ce que finalement le fact-checking, c'est pas une forme de liberté d'expression bridée, comme le prétend en tout cas Zuckerberg?
Je pense que quand on fait Ouais. Oui, mais je pense que Zuckerberg, c'est pas exactement la même histoire. Je pense qu'il fait pas une analyse très rationnelle de ce qui est devenu le fact-checking. Il essaie juste de servir la soupe à Donald Trump et de sauver son business. Mais donc dans la profession, est-ce que c'est aussi dans une période, je pense, de recomposition de sa personnalité, de tout ça. Bon, ça c'est ses problèmes à lui. C'est pas notre problème. Le problème, c'est que du coup, ça a un impact effectivement sur la façon dont on communique entre nous, puisque effectivement, ces réseaux ont pris quand même une place très importante dans la communication entre les humains. Donc, ils remplacent le fact-checking par les community notes, pour l'instant sur lesquels les études prouvent que, alors, de façon amusante d'ailleurs, c'est que la plupart des fact-checkers dans les community notes sont de gauche. Ça c'est marrant. Et deuxième chose, c'est que pour l'instant, ça ne modifie pas vraiment les positions des gens. En tout cas, ça les pousse pas à corriger. Donc il n'y a pas un impact qui est vraiment prouvé, mais c'est pas non plus inintéressant. C'est intéressant qu'on en discute. C'est intéressant qu'on mette en place. Au moins le sujet est sur la table, effectivement. Mais est-ce que dans la profession, je disais effectivement, tu as raison. Au moins ça met le sujet sur la table. Et précisément, est-ce que dans la profession le sujet est aussi sur la table? Tu semblais dire que le fact-checking était parfois peut-être discuté par certains. D'abord, tout travail journalistique est biaisé, c'est normal, et ce serait faux de le dire. Ça fait partie de la pédagogie qu'on doit faire aujourd'hui. Est-ce qu'il est biaisé de gauche aujourd'hui? J'ai pas les chiffres qui permettent de le dire, donc j'en sais rien. Je dis juste que il est considéré comme biaisé en partie aux États-Unis et par une partie de la droite. Mais enfin, c'est quand même 51% des Américains. Donc moi, je veux bien qu'on dise que c'est tous des cons. Enfin, on peut pas séparer les gens. Mais toi, quel est ton point de vue? Toi, quel est ton point de vue par rapport au rôle du journaliste finalement par rapport à ça, et est-ce que c'est un rôle qui va se renforcer je pense que c'est un rôle qui est important, mais si vous voulez que je crée un peu de polémique, si on prend une super chaîne Instagram qui s'appelle l'Esprit Critique, vraiment qui fait un travail extraordinaire et qui est vraiment d'utilité publique, lorsque l'Esprit Critique fait une vidéo en disant Elon Musk fait un salut nazi et c'est un pied de nez, c'est un appel du pied aux nazis, c'est pas un fait, c'est une opinion. Ils sont fait démonter d'ailleurs derrière cette vidéo. Et du coup, il s'est fait critiquer. Il est revenu dessus en parlant de la fenêtre d'Overton, en disant qu'effectivement, il est sûr dont il fallait pas parler, et d'autres qui pouvaient rentrer dans le débat, très bien. Et en insistant, si c'est un salut nazi, c'est un appel du pied. Non, c'est une opinion. Au mieux, c'est une analyse. Ce qui est un fait, en revanche, c'est que Elon Musk a fait un vrai appel du pied sur X auprès du parti d'extrême droite ou néo-fasciste allemand. Donc ça, c'est un fait. L'autre, je dis pas qu'il a pas raison, mais c'est une analyse. Et je pense que le fact-checking, il s'est développé, c'est une très bonne chose. Au contraire, ça montre aussi un rôle important du journaliste, mais c'est une responsabilité extrêmement importante. Il a surtout valeur, non pas de contrer l'information, mais de valeur pédagogique. Et je pense que la mission des journalistes aujourd'hui, elle est pas seulement de délivrer l'information ou de mâcher l'information, parce que la confiance, elle est plus tellement là. Elle est de nous apprendre à consommer l'information, à aller la chercher, à la vérifier, à tenir compte du contexte aussi également, et essayer de s'ouvrir un peu l'esprit, de voir s'il n'y a pas des opinions contraires et s'il n'y a pas des éléments de contexte qui pourraient, voilà. Donc c'est plus un rôle pédagogique que je vois aujourd'hui, donc c'est une grande responsabilité, et donc ça veut dire qu'il faut muscler cette profession-là, et on peut pas se contenter de continuer à avoir des fact-checkers qui apprennent un peu sur le tas. Je pense qu'il faut que la profession se consolide par rapport à ça, avec surtout des méthodes qui soient moins contestables. Donc on se rapproche de la science, je dirais, quelque part, qui est un système qui pour l'instant tient encore bien la route dans le chaos actuel. Donc le maintien de l'information telle qu'elle existe depuis quasiment la nuit des temps, parce qu'on l'a pas découverte avec le XXe siècle, elle s'est propagée davantage avec la machine à imprimer, entre guillemets. En tout cas, auparavant, on était plutôt sur de l'oralité, etc. Néanmoins, donc l'information a toujours existé. On a vu qu'elle s'était densifiée, qu'elle s'était accélérée. Là, tu nous dis, la planche de salut de l'information, c'est un métier de journaliste qui se doit d'évoluer pour renforcer la relation de confiance que l'on a, nous, public, avec les émetteurs. Et ça n'est plus simplement nous passer de l'information, de l'avoir sélectionnée, de l'avoir traitée différemment, c'est aussi c'est de faire de la pédagogie, donc ça va nécessiter de nouvelles compétences, peut-être une nouvelle façon de professer, là où en tout cas en France, j'ai pas une vision internationale, toi peut-être probablement un peu plus, j'ai l'impression quand même qu'il y a pas mal de rédactions qui se sont un peu érodées, c'est-à-dire qu'il y a moins d'effectifs, il y a eu pas mal
d'organes de presse. Dans les budgets, oui. Ouais, carrément. D'ailleurs, effectivement, on peut dire que Google et les réseaux sociaux ont un peu appauvri l'espace de financement de la presse lorsqu'il était publicitaire, puisque effectivement la pub avant n'allait que sur les médias, en gros, hein, pour résumer, et dans le métro et sur les affiches, et ensuite après, elle est allée sur Internet, donc c'était une perte assez importante pour les médias. Mais il y a d'autres raisons, hein, l'érosion des médias. Si on regarde un peu l'histoire, l'érosion elle date de 1945, donc elle date pas du tout d'Internet, en tout cas pour ce qui concerne la presse écrite. Et donc, je dirais que le rôle aujourd'hui des journalistes, il faut comprendre que l'information, elle s'est complexifiée et qu'aujourd'hui, dans toutes les crises que l'on connaît aujourd'hui, que ce soit la crise climatique, la crise sanitaire ou la crise technologique, la science a de plus en plus sa place. Donc un journaliste qui n'a pas de background scientifique, je pense qu'il fera mal son métier aujourd'hui. On a besoin de journalistes. Je parle beaucoup d'hybridation, quand j'ai expliqué que moi, en tant que journaliste, quand je fais ma newsletter, ma modeste newsletter, je m'associe avec un ingénieur. On travaille ensemble en permanence, en fait. Donc cette hybridation, elle se fait. J'accompagne aujourd'hui un média qui s'appelle 2050 Now, donc qui est édité qui est piloté par Vincent Giré et Aude Baron, qu'on a lancé l'an passé, et on a réfléchi aussi sur cette question d'hybridation parce que la crise climatique, elle demande aussi d'avoir une capacité à analyser les chiffres, les études, etc. Donc il y a une nécessaire hybridation du journalisme pour renforcer en fait à la fois ses process pour renforcer la confiance et la transparence, mais aussi sa pertinence. Et puis également, il y a besoin de renforcer son rôle pédagogique, c'est-à-dire en fait, on n'est plus seulement des consommateurs d'informations, on est aujourd'hui des acteurs de notre propre information, et on a besoin là pour le coup d'avoir des passeurs quelque part. Hein, et c'est en cela que c'est intéressant ce que tu fais notamment avec Génération IA, mais je pense également, j'en ai parlé tout à l'heure, Jamy et plein d'autres, parce que dans cette érosion des différentes rédactions, il y a pas mal de journalistes aussi qui ont décidé de quitter le système et de se mettre en parallèle, je dirais, pour pouvoir justement jouer ce rôle de passeur qu'ils n'arrivaient plus à jouer dans des rédactions qui, et c'est enfoncer une porte ouverte que de le dire comme ça, mais qui sont de plus en plus orientées infotainment que véritable information. Donc est-ce que, encore une fois, je reformule ma question, est-ce que la planche de salut de l'information passe par ce renouveau et par cette réinvention du métier, peut-être en dehors des rédactions des grands médias tels qu'on les a connus jusqu'à présent ? Oui et non, je pense que c'est d'abord le glissement vers l'infotainment. Je suis pas certain que ça soit prouvé par les chiffres. La question du journalisme et de ce mélange-là, elle date de pas mal de temps. Mais je dirais que et les rédactions, on a quand même des grandes rédactions qui sont indépendantes. On a The Guardian par exemple quand même qui joue un rôle quand même extrêmement important là-dedans, qui en plus est resté gratuit. Et la presse britannique est plutôt une bonne presse globalement, mais parce que l'histoire de la presse britannique n'est pas la même. La presse britannique s'est construite comme un contre-pouvoir du peuple contre le gouvernement. La presse française s'est construite sur la connivence. Et la presse américaine, elle s'est construite sur une indépendance très forte en fait, puisque c'est la presse qui a notamment permis la révolution américaine et qui a été protégée par les premiers présidents au départ. Donc, qui depuis a été racheté par des industriels aussi. Enfin, si on regarde un certain nombre de titres que Bezos, c'est fragilisé en tout cas. C'est fragilisé évidemment aujourd'hui. Puis il y a eu des coupes dans la presse et parce qu'aux États-Unis il y a pas d'aide de l'État. Donc du coup effectivement il y a beaucoup de médias locaux qui ont disparu et il y a une corrélation entre la disparition de ces médias et la polarisation des opinions, puisqu'effectivement on a moins d'ancrage sur le réel, et c'est pour ça que moi je pense que la presse locale est aussi importante. Clairement. Beaucoup méprisé à Paris. Moi, je viens de la presse locale, et tout n'est pas rose dans la presse locale, évidemment. Il y a beaucoup d'autocensure, beaucoup de connivence aussi également. Bien sûr. Mais il y a du professionnalisme, et surtout, quand on était en presse locale, moi, j'ai été un tout petit peu au fait divers pendant de très très brefs moments, en remplacement plutôt. Et quand je racontais une connerie, j'avais le mari de la nana dont j'avais mal parlé qui venait me casser la gueule. Hein. T'étais à portée de baffe, littéralement, comme disent certains politiques. On apprend très vite à pas faire de conneries, quoi. Et ça nous donne en tout cas un ancrage. Et je pense que la presse, c'est le brouillon de l'histoire, hein, donc elle peut pas se scientifiser, évidemment. Mais en revanche, on a quand même une responsabilité, parce que l'histoire qu'on raconte, c'est l'histoire qui fait un peuple, en fait. Et donc, je crois beaucoup encore à ça. Maintenant, eh bien, il va falloir qu'on accepte de faire aussi un état des lieux,
d'inventaire, comme on dit en politique, de la profession. Et c'est pas grave de le faire. Je pense que les gens respectent les journalistes globalement. On le voit dans les sondages. Et je pense que de dire on s'est trompé ou là on n'a pas eu l'information qu'on voulait. Là, je pense que ça serait au contraire très fortement apprécié de la population. Alors, moi, j'en suis hyper convaincu aussi. D'ailleurs, la presse le fait parfois. Peut-être une toute dernière question, Benoît, parce qu'on voit l'heure qui file. On a beaucoup parlé de l'accès à l'information via Google. Tu nous as dit d'ailleurs à plusieurs reprises, il va falloir que Google évolue. On en a parlé via la presse, on en a parlé via les réseaux sociaux. Mais il y a un point qu'on n'est pas loin d'oublier quand même, je crois, c'est que de plus en plus, l'accès à l'information va se faire directement par les IA. C'est-à-dire, tu poses une question à ChatGPT ou à Perplexity pour aller sur une IA qui est beaucoup plus faite pour répondre à ça, à l'information et aux faits. Elle est très mal faite d'ailleurs. Ah, tu as très mal faite ? Oui, alors pour le coup, c'est vraiment, alors c'est une bonne question que tu poses. Alors, est-ce que tout passera par les IA ? Je sais pas. En tout cas, effectivement, les IA ça va prendre un poids de plus en plus fort. En tout cas, des assistants d'information, ce qui est une bonne chose dans un sens, mais une mauvaise dans l'autre, dans le sens où, d'abord, la désinformation, il y a les gens qui utilisent l'IA pour désinformer, mais il y a surtout en fait l'IA elle-même qui se trompe. Donc encore une fois, j'ai expliqué sur la factualité, 50%, c'est quand même pas rien, et on n'en est pas forcément conscient. Sur la recherche, c'est pire. Les chiffres montent d'ailleurs sur Perplexity. 30% des réponses données par Perplexity ne sont pas soutenues par des sources qu'il donne. Il dit, voilà, donc selon telle source, il y a ça, ça. Mais si vous allez cliquer dans la source, c'est ce que montre une étude. Toujours vérifier. Pire, les gens cliquent 6 fois moins sur les liens pour vérifier qu'ils le font sur Google. Alors c'est normal, parce que Google, on le fait pour avoir des liens. Donc, oui, puisque là, tu as directement la réponse. Donc, quelque part, il y a moins de vigilance. Et je pense que le combat là aujourd'hui, et quelque part, c'est une bonne chose que les IA se trompent autant. Parce que, et je crois que c'est un des responsables de Google. Alors j'ai vu une vidéo sur LinkedIn, il racontait ça. Je trouve que c'était assez pertinent ce qu'il racontait, que en fait il y a un moment de perte de confiance dans l'IA générative dans les entreprises parce qu'on s'est rendu compte qu'elle se trompait, qu'elle pouvait faire des erreurs et du coup au niveau de la boîte, ça peut poser problème. Et je pense que c'est pas une mauvaise chose parce que c'est un petit temps où en fait ça va nous apprendre d'être vigilants parce que les humains se trompent beaucoup, les IA se trompent aussi. C'est pas parce que c'est une machine qu'elle se trompe pas. Et Perplexity, moi j'invite à être très très prudent sur Perplexity. Ouais, et donc effectivement, c'est probablement un bon signe, comme tu nous le disais. Et en revanche, encore faut-il que les gens cliquent sur les liens. Donc on vous invite à toujours demander les sources à ChatGPT ou les autres, y compris quand vous lui mettez un PDF dont vous pensez qu'il ne sortira pas. Il est capable quand même de vous sortir des âneries, donc demandez les sources et surtout, ce qui est bien, c'est que du coup, cliquez sur les liens. Ouais, le temps que tu crois gagner avec les IA, finalement tu le perds en potentiellement. Mais c'est une boussole qu'il faut avoir. Et sur Perplexity, il faut regarder deux choses. C'est le temps que je vais perdre à vérifier l'info par rapport à Google. Et puis, le deuxième chose, c'est aussi les émissions carbone. Mais sur l'IA, en fait, globalement, c'est bien que t'en parles quand même. Pardon ? C'est très bien d'en parler quand même. On est en toute fin d'épisode, mais c'est très bien d'en parler quand même, effectivement. De la émissions carbone. Bah oui. Ouais. D'ailleurs, on vous renvoie à l'épisode avec Sacha Luciani de ce début d'année 2025 où on en parle beaucoup. Écoute, Benoît, le temps passe trop vite à tes côtés et il va falloir malheureusement rendre l'antenne, comme on disait autrefois, entre autres en radio. D'ailleurs, vous qui vous intéressez à l'information et aux médias, on vous renvoie aussi vers un autre épisode, celui de François Saltiel, qui s'intitule « Les médias sont-ils à la hauteur des enjeux numériques ?» saison 3, épisode 16. Et ce coup-ci pour interroger plutôt à quel point le traitement médiatique des enjeux liés à la propagation des IA et de la tech dans notre société est à la hauteur ou non. En tout cas, Benoît, merci pour cet échange. Je rappelle ta newsletter, Génération IA, vraiment abonnez-vous, ça vaut le coup. Et ton service de veille plutôt à destination du B2B, désormais Flint. Et puis ce livre qu'il faut absolument lire, Information, l'indigestion, un manuel pour réapprendre à penser dans le chaos numérique. On vous met tous les liens sont dans l'épisode de l'épisode. Exactement. Mais vous qui nous écoutez, restez encore quelques minutes parce que c'est l'heure du débrief à présent entre vous et nous. Mick, tu restes Bien sûr. Merci Benoît. Salut Benoît. À bientôt. Merci. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Bon, c'était encore un épisode hyper dense, Mick. Je me demande s'il ne faut pas passer par Perplexity pour le faire résumer, là, notre débrief finalement. Ça peut être intéressant, on va tenter ça. Bon, ce qui était marquant, moi je trouve, c'est la prise de recul, même historique, que nous amène Benoît. Moi j'adore toujours ces perspectives de prise de recul dans ces moments un peu hystériques qu'on a. Et il le dit, là on est à l'ère, je crois qu'il a cité ce mot-là, on est à l'ère du chaos informationnel. Il a beaucoup parlé de chaos. D'un nouveau boom en fait. Il faut apprendre avec ça et il faut prendre le temps de s'informer, de
de comprendre qu'est-ce qui se passe avec ces technologies. C'était tout l'objet de l'épisode, donc c'était bien de l'avoir reçu d'ailleurs. Ouais, et d'ailleurs, quand on fait ce petit saut dans le passé, il nous dit un truc, c'est intéressant de se le rappeler. Avant, on apprenait les connaissances dont on avait besoin à l'école pour faire notre métier. Et puis on faisait ce métier et on en changeait assez rarement. Et donc on allait un peu à la pêche, aux nouvelles, à l'actualité pour se maintenir au courant de, justement, des nouvelles du monde. Ouais. Bon, et là aujourd'hui, finalement, tout va beaucoup plus vite. Et l'information, d'une certaine manière, nous apporte les connaissances nécessaires au fait de se maintenir dans le game. Et donc ça a complètement changé. Ouais, c'est ça. Et allié à une érosion de l'information, mais il le rappelait, ça date pas d'hier. Selon lui, l'érosion de l'information, c'est le questionnement des médias, ça date même de 1945. Oui, et probablement même encore avant, parce que c'est toujours la même chanson. Évidemment, nous, on sait qu'il faut tout remettre en perspective du passé et qu'on a trop vite fait de plonger la tête la première dans « oui, mais maintenant, c'est pire qu'avant », etc. À la différence des vieux qui pensaient qu'avant, c'était mieux, justement. Mais cela dit, les choses sont d'une ampleur et d'une rapidité bien plus folle qu'auparavant, aussi bien dans l'exposition à tout un tas de propagande, de rumeurs, etc., quand bien même elle a existé auparavant, c'est sûr, mais lui reste optimiste. C'est ça que je retiens notamment de la première partie où il dit « ouais, mais finalement, on a toujours su s'adapter, on sait trier le grain de livret. » Et avant, il y avait des biais aussi selon les journaux qu'on lisait, etc. Moi, j'adore, effectivement. Ah oui. Une bouffée d'optimisme. Là où tout semble perdu à l'ère des deepfakes quand on voit certaines publications ou qu'on lit certains papiers là-dessus. C'est intéressant aussi de revenir à la tech parce qu'on a quand même bien vu quel était le rôle de la tech là-dedans et la prise de recul qu'on peut avoir parfois. Il nous citait cet échange avec un ancien patron de l'IA chez Facebook qui disait si c'était à refaire, moi, je ferais des études de philosophie. Je mettrais plus de philosophie là-dedans. Et là, j'ai envie d'envoyer un gros big up à l'ami Emmanuel Goffi qui nous a fait tout récemment une chronique sur les repentis de l'IA. On en a encore un bel exemple. Ouais. Et Emmanuel, tu vois à quel point, parce qu'on a eu une discussion pas plus tard que ce matin, donc je veux lui adresser un message personnel, à quel point c'est important et à quel point même ceux qui font l'IA, finalement, peuvent et vont peu à peu, peut-être, je l'espère, prendre conscience de cette importance. Il ne faut rien lâcher sur ces sujets-là de philosophie et d'esprit critique, finalement, qu'on anime ensemble ici. En tout cas, nous, on vous promet qu'on ne lâchera jamais rien sur ce sujet. Et j'ai envie de terminer par une phrase. Je ne sais pas d'ailleurs, on aurait dû lui demander si elle est de lui, mais que j'ai trouvée très belle. Quand il nous parle du rôle des médias, du rôle des journalistes et probablement de l'évolution de leur métier, il nous dit, il ne faut pas oublier que la presse, c'est le brouillon de l'histoire. Donc on ne pourra pas a priori se passer de la presse et j'espère qu'on ne s'en passera jamais. En revanche, comme pour bien d'autres métiers, il va falloir faire évoluer les pratiques de ce métier et peut-être que demain nos journalistes ne seront plus simplement entre guillemets, des passeurs d'informations, mais seront très cultivés en matière scientifique pour justement pouvoir édulcorer la surinformation, la mésinformation et pour pouvoir éclairer nos esprits critiques. Il a beaucoup insisté là-dessus et je pense que c'est vraiment important de le garder en tête sur la nécessité que les journalistes aient une formation plus scientifique aussi. Ouais. Il a parlé aussi d'hybridation. Il donnait son propre exemple où il travaille constamment avec un ingénieur en IA, d'hybridation du journaliste avec des IA et d'hybridation des connaissances du journaliste, à la fois littéraires, politiques, mais aussi de connaissances finalement scientifiques qui vont devenir absolument nécessaires. Exactement. Et ça aussi, je pense que c'est pas une totale nouveauté parce que bien souvent, les journalistes étaient dans les milieux autorisés pour connaître ce qui était en train de se passer, comme nous, on essaie de le faire notamment avec des chercheurs qui sont dans les laboratoires pour pouvoir savoir ce qui va se passer demain avec la tech. French Tech. Et voilà, nous avons passé ensemble plus ou moins 60 minutes pour exercer notre esprit critique sur l'impact de l'IA sur notre rapport à l'information. On espère que cet épisode avec Benoît Raphaël vous aura plu autant qu'il nous a fait plaisir à enregistrer pour vous. Et surtout, nous espérons qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, de nous lever un pouce sur YouTube ou de repartager nos contenus sur les réseaux sociaux. Ça aide à nous faire connaître et à propager l'esprit critique. Et puis tiens, pour nous quitter, j'avais envie de vous laisser méditer avec cette citation de Picasso. « Je ne cherche pas, je trouve ». Mais à l'inverse, à quoi nous servirait-il de trouver ce que l'on n'a pas cherché ? Dites-nous en commentaire sur nos réseaux. À très bientôt.